Tous, chers téléspectateurs, bienvenue à notre rendez-vous de chaque jeudi. Nous sommes le jeudi 5 juin 2025 et bien sûr à la veille de la fête de Eid al-Adha. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fête, pleine de bonheur et de meilleurs vœux bien sûr. Alors nous allons vous accompagner pendant 1h30 de 8h à 9h30 comme à chaque fois et nous allons avoir l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs invités dans plusieurs plateaux. Et nous commencerons avec notre premier plateau juste après ce jingle. L'invité de cette matinale, c'est Dr Nbiya Mohamed El-Amin. Il est médecin et en même temps, c'est le président de l'association des parents d'élèves de l'école Pasteur. Bonjour, bienvenue, marhaba bik. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Et c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aujourd'hui parler du club Média Junior et bien sûr des activités de l'année en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement en premier lieu par rapport à la création de ce petit club de Média Junior? Alors au début je vais faire un petit résumé sur, comme vous voulez dire, sur la création du club Média Junior. Alors avant tout il faut savoir que avant de la création du club Média Junior, on a créé l'association des parents d'élèves dont je suis le président. Alors cette association, c'est la première fois qu'elle soit créée au sein de l'école Pasteur Béchar. Auparavant, il n'y avait que la cotisation des parents qui essayaient d'aider à droite et à gauche avec le soutien de l'administration de l'école. Oui. Après la création l'année passée de l'association des parents d'élèves, on a fait la première réunion avec les membres créateurs de cette association. Et à la fin, on a décidé de créer des clubs au sein de notre école. Et parmi ces clubs, il y avait le club Média Junior. Alors là, c'est Madame la directrice, dont je passe le bonjour. Alors, elle a pris l'initiative avec Madame Marabté Mariam, la directrice, avec Madame Felket, qui est enseignante au sein de l'école, de créer le premier club Média Junior. Alors, au début, ils ont fait appel à un journaliste qui leur a aidé à faire la présélection. Alors, la présélection a été faite sur un critère primaire qui est les élèves doivent être brillants dans leur classe. Oui. Alors on a pris les élèves, les premiers de chaque classe et parmi eux, le journaliste a fait un petit test pour voir les gens qui sont les gens qui sont aptes à faire partie. Oui. Et comme ça, on a créé le premier club dont les membres, au début, ils étaient que 7 membres. Actuellement, on y a 10. Mais à la fin de la sélection, les parents de ces élèves, ils étaient convoqués pour demander leur autorisation que leur enfant participe à divers événements. À divers événements, soit au niveau de l'école ou au niveau de la wilaya, bien sûr. Et on a commencé à faire les entraînements avec une seule condition par rapport aux élèves, qu'ils gardent le même niveau scolaire. Voilà, il ne faut pas que ça touche. Oui, si ça touche à leur niveau scolaire, le membre sera écarté temporairement le temps qu'il reprend ses forces. Exactement. Et je sais que vous avez justement fait célébrer la cérémonie de fin d'année jeudi dernier où il y avait récompense et honorification de ces enfants, que ce soit les élèves de l'école ou sinon même les membres de Média Junior. Effectivement. Voilà. Alors le jeudi passé, on a fait la cérémonie de fin d'année dans laquelle on a honoré tous les élèves brillants dans leur classe, ainsi les membres les membres du club Média Junior. Alors si, comme vous avez participé, vous avez honoré par votre présence. Alors, au premier regard, on remarque que tous les membres Média Junior sont des membres qui ont été félicités au sein de leur classe. Oui. Parce que
sont les 3 premiers, pour ne pas dire les 3 ou 4 premiers de chaque classe. Ils sont des membres brillants déjà à la base. Brillants. Justement, on va s'arrêter un petit moment pour faire de la découverte de cette cérémonie. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir justement ce VTR pour découvrir la cérémonie et ces petits jeunes enfants dont nous venons de parler. سادة مديري المدارس الابتدائية، السيد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أولياء أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. تشرفت مدرسة باستور اليوم باحتضان الحفل الختامي للسنة الدراسية، والتي كرم من خلاله المتفوقون في الفصول الثلاث. الحفل هذا أيضا كان خاصا بأعضاء النادي الإعلامي الصغير لولاية بشار، الذي لمع نجمه خلال هذه السنة، والذي كرم في عدة مناسبات وطنية وولائية، والتي كان أبرزها استقبال السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي عرف على المستوى الوطني والعالمي بنباغته في اللغة العربية الفرنسية والإنجليزية. L'école a vraiment évolué depuis le temps. J'ai quitté l'école en 99. Ça m'a touché de voir l'école toujours entre de bonnes mains, entre des enseignants, des directeurs qui ont vraiment été à la hauteur. Ils sont pris en charge totale par les parents et par les enseignants. Les enseignants de l'école Pasteur à la hauteur. Concernant la réception d'aujourd'hui, c'est ainsi que doit être l'école. Il faut voir que l'école, ça n'est pas seulement pour apprendre, mais pour qu'il y ait l'épanouissement des enfants. Et l'épanouissement des enfants à travers les activités culturelles, sportives, a un impact sur le rendement de leur travail. Donc, c'est une très grande organisation. Ce qu'a fait l'école Pasteur, la directrice, le personnel, c'est un tout. En plus le partenaire qui est l'association des parents, tout a son rôle et c'est la réussite de cette grande réception. النادي الذي تأسس في 21 من نوفمبر 2024. إذن كانت لنا عدة محطات، أولتها الاحتفال بعيد الثورة المجيدة أول نوفمبر، وثانيها كانت عندنا شرف أننا تدشين متوسطة ببلدية القنادسة حينها تألق أبطالنا الإعلاميين. بعد ذلك قمنا بعدة إنجازات، زيارات، أيضا تألق نجوم النادي الإعلامي الصغير في 16 من أفريل باحتضان أو بتغطية هذه المناسبة. وأكبر إنجاز هو استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. فوزي الأسر هو لحديث. من أنتما؟ أنا العلم، أنا النور، أنا الجهل، أنا الظلام. في مقامي. في هذا النادي الإعلامي في الطبعة الأولى 2024-2025. هذا الحفل يعني ممتع، يعني رأينا فيه تلاميذ مدرسة باستور وأعضاء النادي الإعلامي الصغير لمدرسة باستور. كان أداهم ممتع، وتعلمنا شغل الثقة في النفس، ونهضروا شغل بصوت مرتفع، ونهضروا بصوت لغوي جيد في طلاقة طبعا.
C'est vraiment un événement très important et franchement, moi je suis vraiment honorée d'être l'une des clubs juniors, celle qui a participé à l'événement. Et franchement, je vais passer au CEM, je ressens un peu de stress, c'est un mélange de stress, d'excitation et je suis vraiment aussi très heureuse d'avoir fait partie du club Média Junior parce que c'est un club où j'ai appris plein de choses comme parler, comment bien se tenir, etc. Et aujourd'hui, je fais partie de celles qui va être honorée et récompensée. Je suis vraiment heureuse. ولكل نجاح الشكر والتقدير فجزيل الشكر لكم يا معلمون. Ils sont adorables et remplis d'énergie positive. Bien sûr, le choix n'était pas aléatoire. Ils sont très brillants dans leur étude et même dans leur club. Oui. Alors, on va parler de l'activité principale, justement. C'était pardon, la visite de Monsieur le Président de la République. Ils étaient là pour l'accueillir. Oui, alors, comment le choix est tombé sur les élèves de Pasteur? Auparavant, avant la visite du Monsieur le Président, comme on a vu sur le VTR, les élèves ont déjà participé à pas mal d'événements. Soit l'événement du 1er novembre, Yennayer, la cérémonie de Yennayer, inauguration d'un CEM, et pas mal d'activités. Alors, la célébration du 16 avril, le 8 mai, il y a eu pas mal de, il y a pas mal de cérémonies, d'activités qui ont précédé la visite de Monsieur le Président. Alors, on a été contacté par le protocole qui est destiné des autorités locales qui nous ont fait la proposition que ces membres-là accueilleront Monsieur le Président. Alors au début, il y avait normalement toutes les langues, il y avait une réception avec toutes les langues, avec la langue française, la langue anglaise, l'amazigh et en arabe. Oui, effectivement. Et à la dernière minute, il a été raccourci à 2 ou 3 mots. Voilà, ils ont réduit le nombre par rapport au protocole. L'organisation, le protocole. Mais c'était un honneur. On a vu la posture. On va parler de l'élève Leili Assia, qui nous a honorés avec sa posture devant le président. Et puis, à son âge. L'éloquence aussi, surtout ça. Elle parle très bien arabe. Et puis le petit Youssef Rahmani ou Dahmani qui parle couramment anglais. Camilla en français. Franchement, ils sont très brillants. Ils nous ont montré qu'ils sont des élèves polyvalents. Là où on leur met, ils donneront une bonne image. Oui. C'est comme ça que... Alors, déjà, ils ont fait la réception du président, ils ont fait les cérémonies du 8 mai, la couverture et la participation à la cérémonie. On a vu des enfants habillés en tenue traditionnelle. Alors, le choix, est-ce que c'est l'école qui choisit tous ces événements, l'habillement et tout ce qui en suit? Alors, les événements en général sont des événements qui sont organisés par soit monsieur le directeur de l'enseignement, c'est l'éducation, oui, le directeur de l'éducation. Le directeur de l'éducation, pardon, je m'excuse pour alors qui crée des événements et il distribue les invitations. Au sein de l'école, on a des classes qui peuvent préparer soit des scènes théâtrales, soit des chansons. Oui. Et par rapport à la couverture, je crois sur la wilaya d'Obchar, je crois que le club Média Junior, c'est le seul club médiatique
qui peut être destiné uniquement aux médias. Il fait la couverture, le sondage avec les parents. On a vu quelques photos des futurs journalistes qui font les interviews avec le microphone, les appareils photo en train de prendre. J'ai vu Youssef Dahmani aussi. Le directeur de l'enseignement, le chef d'Aïra et pas mal d'autorités, le chef al-Islamiyya. Mais c'est ça le but. Justement, ils sont mis dans le bain avec toutes leurs capacités. Ils arrivent à prendre le défi et justement à exceller. Ils sont remarqués par tout le monde. Et même sur la toile, on a vu que l'éloquence de ces élèves a fait le tour de la toile sur Internet. Tout le monde avait été agréablement surpris par leurs capacités. Effectivement, on revient à ce qu'on vient de dire. Leur présence a été marquée, soit sur le plan au niveau local, au niveau de la wilaya, au niveau national, au niveau de l'Algérie complète, et même alors, il au faut niveau savoir qu'ils international. ne sont pas uniquement au club de Média Junior. Il y en a qui participent à d'autres activités physiques, comme par exemple la natation pour Nada, le foot pour Wassim, je pense. Donc oui. ils sont variés. Alors, Cheikh Wassim, il brille avec ce club qui est le club Sawa, comme étant joueur de football. Nada a été, elle aussi a été récompensée un jour après la cérémonie au sein d'une compétition de la natation avec une médaille. Oui. Si on va parler autre que le sport, le Coran, on a le Blaili Asiya et Wara Britage qui apprennent le Coran. Ça veut dire que ce sont polyvalents, mais vraiment dans plusieurs. Polyvalents et sérieux. Ils prennent chaque chose à part des études. Ils peuvent briller, et ils brillent dans les études, dans le sport et dans le club. Le petit génie aussi, j'ai oublié l'Abqar Sarri, ils ont participé. Il y avait 2 éléments de l'école qui ont participé justement à la compétition. Je pense que Nada, qui est votre fille d'ailleurs, avait décroché le 2e prix l'année dernière et Wassim Chaïb cette année qui a décroché le 3e prix. Effectivement. Alors si on va parler de le petit génie qui est organisé par Monsieur l'inspecteur Bézid avec le directeur de l'enseignement. Cette année, c'était la 2e édition. L'année passée, on a participé avec pas mal d'élèves. Et parmi eux, Nada, comme vous venez de citer, qui a obtenu la 2e place sur sa classe, ou le niveau de classe, parce que ce sont Par niveau, bien sûr. Par niveau de bien classe. sûr, et cette année, on a eu la participation de Cheikh Wassim, qui lui aussi nous a honorés avec sa 3e place. Alors, mis à part le club Média Junior, je pense que vous envisagez la création de d'autres clubs. Effectivement. Normalement, si je me permets, cette année, au cours des vacances d'été, l'école va bénéficier d'un restructure pour aménagement de l'école. Et comme ça, on aura plus d'espace pour créer d'autres clubs. Parmi eux, le club théâtre, club sportif, le petit génie. On a pas mal d'idées qui seront, Inch'Allah, lancé dès l'année prochaine. Inch'Allah. Alors, mis à part l'activité de Média Junior, ils font d'autres visites sur terrain. Je sais qu'ils ont été visiter l'aéroport Ben Ali Boudran de Béchar. Ils ont fait la découverte de l'appareil, bien sûr l'avion. Ils étaient au cockpit. Ils ont fait aussi des séances de cuisine. Oui. Donc, ils sont polyvalents, même dans les activités qu'ils font. Ce n'est pas un seul secteur, c'est vraiment varié. Alors, c'est un mélange de tout. Oui. Le club Média Junior ou l'association des parents d'élèves, avec le partenaire qui est la directrice de l'école Pasteur et Madame Rapti, que nous saluons par la même occasion, qui fait des efforts énormes. Et Madame Felket Fatema, avec tout son staff,
pour que je n'oublie personne, du photographe aux Mounir Rahawi aussi. Effectivement, Oui. et tous son club, ils sont en train de faire un travail remarquable, extraordinaire, dont je leur félicite par rapport à leur présence. Ils essayent de faire un mélange. On essaie de varier les activités, faire la activités. découverte justement de chacun dans son domaine. Et pour cela, on veut toujours plus. Et parmi nos souhaits, on souhaitera peut-être si on aura l'honneur que nos petits journalistes peut-être pourront participer à la cérémonie des lauréats qui sera honorée par Les lauréats du baccalauréat. Du baccalauréat, Oui. qui est organisé chaque année par Monsieur le Président. Et comme ça, nos élèves seront affrontés directement et verront Monsieur le Président en place. Et peut-être, pourquoi pas, faire d'autres activités sur place avec les lauréats. Eh bien, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, justement, parmi les activités, est-ce qu'il y a une présentation? Je sais qu'il y a un membre qui est déjà à la radio. Effectivement. Ils ont fait déjà des tables rondes à la radio. Je pense qu'ils ont participé à la radio. Il y a un élément qui fait de l'animation, carrément, avec Radio Saoura, Radio Béchar. Saoura, oui, Béchar et Beni Abbas, voilà. Effectivement, c'est toujours, on parle de Nada. Nada a fait de la radio depuis sa participation à la radio comme étant journaliste junior, a été sélectionné par Donc, ils ont été conviés à une émission en tant que membre de club et elle a été remarquée par puis l'animatrice. Voilà. Et actuellement, elle anime une émission d'enfants pour enfants, destinée pour les enfants chaque vendredi. Chaque vendredi avec l'animatrice de la radio. Mashallah alihom. Est-ce que vous avez un dernier mot de toute manière, moi je leur souhaite que du bonheur parce qu'ils ont les compétences qu'il faut et ils vont aller loin. Alors qu'est-ce que vous préparez justement pour l'année prochaine? Vous êtes à 10 membres. Je sais qu'il y en a qui sont en fin de cycle, donc qui vont partir au CEM. Effectivement. Voilà. Et il va falloir chercher la relève. À qui je souhaite beaucoup de courage et bonne continuation. Bon avenir, Inch'Allah, et bon avenir. Alors, par rapport à ce qu'on projette pour l'année prochaine, je crois on va laisser ça comme surprise. Parce que si on va parler des projets qui ne seront pas réalisés à l'avance, je crois qu'on va laisser les choses s'installer. Les choses jusqu'à ce que ça se réalise. S'installe. À la fin de ma participation avec vous aujourd'hui, j'aimerais bien passer un dernier remerciement en fin de cette année. En premier lieu à nos petits journalistes et tous les élèves qui nous ont honorés et honoré leurs parents durant cette année, à Madame la directrice de l'école Pasteur, à Monsieur le directeur de l'enseignement, à Monsieur le président de Daïra, qui nous ont bien soutenus et aidés durant toute l'année, qui ont cru en nous. Et j'espère qu'on a été à la hauteur de leurs attentes. Ah ben, je vous remercie pour votre présence avec nous et pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons une bonne continuation avec beaucoup de réalisations et de réussite. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
voilà, c'était une belle chanson de Mohamed Rawan. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Si vous venez de nous rejoindre, alors bonjour, bienvenue. Et nous arrivons à notre deuxième plateau. Et bien sûr, nous allons recevoir notre prochain invité juste après ce jingle. Alors, dans la rubrique environnement, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le docteur Touhami, Touhami Merzouki. Vous êtes enseignant à l'université de Béchar. Bonjour, bienvenue. Merci. Ravi de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler justement de la journée d'études qui a eu lieu à l'université de Béchar Tali Mohamed et qui parlait de déminéralisation des eaux saumâtres à travers les énergies renouvelables. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée et par rapport aux nouvelles méthodes? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous, de discuter un sujet très important, ce qu'on appelle la déminéralisation ou bien le dessalement. Donc, c'est la même chose. Donc, je commence par donner une petite définition de la déminéralisation. C'est quoi une déminéralisation? Voilà. Déminéralisation, c'est l'élimination du sel ajouté à une eau naturelle. Donc, dans la nature, nous avons deux catégories d'eau. Nous avons les eaux conventionnelles et les eaux non conventionnelles. Pourquoi cette journée d'études a été organisée ou réfléchie? Pour donner une importance à ce potentiel inexploité, ce qu'on appelle les eaux saumâtres. Donc, la région de Béchar, le sud-ouest algérien, elle renferme des quantités énormes de saumâtres inutilisables. On ne peut pas l'utiliser, même le domaine eau domestique ou la eau industrielle. Donc, à travers un processus qui s'appelle la déminéralisation, c'est l'élimination du sel suppléé dans les eaux saumâtres, à travers un processus, c'est une technologie bien de pointe. Donc, tout d'abord, la déminéralisation, c'est l'élimination du sel. Oui. Il y a un petit problème entre la différence entre les eaux saumâtres et les eaux salines. Oui. Les eaux salines, on les trouve dans la mer. Et ça, on veut appeler la dessalement. C'est ça, c'est la différence entre dessalement et déminéralisation. Les eaux saumâtres, c'est les eaux comprises entre une eau douce et une eau saline. Du point de vue chiffre, entre 2 grammes et 30 grammes. Donc l'intermédiaire, la marge entre les eaux douces et les eaux salines, on peut appeler les eaux saumâtres. Voilà. Généralement, elles se trouvent dans le sous-sol, dans les eaux souterraines. Malheureusement, la région, justement, de notre région, les eaux souterraines sont de manière générale saumâtres. Et voilà, très bien. C'est ça. Même s'il y a des eaux souterraines qui offrent une eau de bonne qualité, à travers la surexploitation, elles deviennent salines. Exactement. Donc, le processus il vient pour résoudre le problème. Donc, la déminéralisation, c'est une solution innovante. C'est une solution stratégique. Oui. Déjà, l'État a mis le point sur le volet de dessalement pour satisfaire les besoins. C'est-à-dire qu'il y a un stress hydrique qu'a connu l'Algérie. Et dans la région la région de Béchar, nous avons une quantité, des masses d'eau énormes. On peut exploiter ce processus de déminéralisation pour satisfaire les besoins. On peut soit l'alimentation eau potable, soit dans le domaine d'irrigation, soit dans le domaine industriel. Bien entendu. Justement, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir avec nous ce reportage réalisé par notre collègue Mina Al-Araj et interprété par Jawida Bab Ahmed. Après avoir réussi à exploiter les eaux souterraines douces, l'Algérie se tourne vers un nouveau défi, le dessalement des eaux souterraines salées. Ce défi s'inscrit dans une approche scientifique et stratégique innovante, portée par des experts et chercheurs de l'université Tahri Mohamed de Béchar. Grâce à des mécanismes et des stratégies innovantes, notamment l'osmose inverse, l'État déploie d'importants efforts pour mettre en place des stations de dessalement, à l'image de celle d'Ubadla, l'une des plus récentes et emblématiques. Dans cette optique, nous avons également rappelé quelques données sur les précipitations dans la région et leur impact sur l'activité agricole. L'université abrite plusieurs projets de recherche axés sur le dessalement des eaux souterraines salées, misant sur les énergies renouvelables.
Objectif, développer des solutions technologiques adaptées pour contribuer au renforcement de la sécurité hydrique du pays. المشكل أن المناطق الجافة تحتوي على مياه مالحة ومن هذا المنطلق تحدي كبير أنها. Nous avons proposé 2 projets. Le premier thématique, et il porte sur l'utilisation des énergies renouvelables. طرق مبتكرة في هذا السياق. Et le deuxième, PNR, Programme national de recherche. Celui-là vise à développer des solutions durables et adaptées aux conditions climatiques extrêmes du sud algérien. في تحلية المياه الجوفية في المناطق الصحراوية. Les premières expérimentations se sont avérées concluantes. L'eau obtenue peut être utilisée aussi bien pour la consommation humaine que pour l'irrigation. Portée par une vision scientifique durable, cette initiative de recherche s'impose comme un investissement stratégique pour assurer les ressources en eau et soutenir le développement des zones sahariennes. Et voilà, c'était le reportage de Mina Larj, interprété par Jawida Bab Ahmed. Je reviens vers vous, Monsieur Merzougui, justement pour parler du but de ce genre de journée d'études et surtout la stratégie locale entretenue par les autorités locales et bien sûr par l'État algérien de manière générale. Donc si on parle de la déminéralisation, c'est vrai, c'est une opportunité, mais doit être pensée dans une logique durable et adaptée à la réalité locale. Exactement. Elle a plusieurs défis. Donc il y a un défi technologique. Donc si on parle de la déminéralisation, donc on parle des processus, des techniques. Comment on va éliminer le sel de l'eau pour le rendre potable. Alors c'est quoi ces défis justement? Le défi donc la réglementation pour une eau potable. Donc, il ne dépasse pas les 2 grammes. Donc, si on parle des osomètres, c'est des eaux qui contiennent une salinité comprise entre 2 jusqu'à 30. Donc, on va éliminer presque, si on élimine 30, donc il y a une quantité de sel qu'on va enlever à travers des processus. Ce qu'on appelle l'osmose inverse. Il y a aussi l'électrodialyse. Nous avons aussi l'échange ionique. Donc, c'est des technologies de pointe qui demande l'osmose inverse demande de l'énergie, de pression, et l'échange ionique demande de l'énergie. Donc la journée, elle devient pour minimiser le coût. Voilà, et utiliser les énergies renouvelables pour minimiser le coût, parce que le dessalement, par rapport la déminéralisation est moins coûteuse que le dessalement. Donc il y a d'autres, il y a l'osmose inverse, il y a la nanofiltration. C'est des processus dans l'objectif d'éliminer le sel, donc on va obtenir une eau purifiée et un résidu qu'on s'appelle rétentat sur des sels. Et ça, c'est le défi écologique. Donc, l'élimination de le sel, il y a une quantité de sel qui va être produite. Ça allait être ma question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce... On peut valoriser ce sel. On peut le valoriser. Donc, on peut l'utiliser comme le sel de table. Il y a plusieurs dérivés de sel qu'on peut le valoriser à travers le résidu. Et à la fois, on va protéger l'environnement. Donc, on ne va pas jeter le sel directement dans la nature. Parce que ça pose un problème environnemental. Et deuxièmement, donc le défi, par exemple, le Béchar a connu un stress hydrique important. Donc les osomètres, c'est une solution incontournable. On peut solliciter, il y a des quantités énormes. Si je vous donne un peu de chiffres, nous avons le Tyronien, le centre de Tyronien, nous avons on peut produire 500 litres par seconde. C'est-à-dire on peut produire presque 15 000 mètres cubes par jour de l'eau chargée en sel. À travers une station de déminéralisation, on peut renforcer l'industrie, on peut satisfaire l'irrigation aussi. La consommation domestique, l'agriculture agricole, bien sûr. Donc, il y a pas mal d'utilisations. Et puis, surtout quand on parle de Garges-Bilette, avec, bien sûr, la venue des usines qui vont avoir besoin d'eau, justement. La région de Tindouf. À un moment donné, j'étais le directeur de l'Agence nationale des ressources hydrauliques. En 2014, Tindouf a connu un stress hydrique incroyable.
À l'époque, j'ai proposé, il y a un gisement, il y a une nappe importante qui s'appelle le Visia. Elle offre des quantités énormes d'eau souterraine, jusqu'à 20 litres, 25 litres, mais c'est de l'eau saumâtre. On a proposé une station de déminéralisation. À l'époque, la station, elle est opérationnelle. Elle offre donc Tindouf, la question de l'eau, elle est soulagée. Et la même chose, on a créé une station de déminéralisation aussi à Béchar, à la Badla, pour déminéraliser les eaux. Donc l'infrastructure, elle est là. Donc l'université de Béchar est devenue là pour, comment dirais-je, pour contribuer à travers un savoir-faire. C'est-à-dire, on va, donc la journée, je pense que mes collègues sont développés un mécanisme local à travers l'utilisation de l'énergie renouvelable, à savoir l'éolienne et l'énergie solaire. Dans les deux côtés, l'éolienne et le solaire. Et puis on a le potentiel qu'il faut dans la région, surtout. Nous avons beaucoup de compétences à l'université de Béchar. Nous avons beaucoup des idées à concrétiser. Nous avons on peut, c'est-à-dire, résoudre beaucoup de problèmes à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Nationale aussi. Et justement, par rapport aux efforts qui sont fournis, par rapport aux études qui sont faites et tout, comment vous mettez en exerce ou sur terrain ces études en collaboration avec peut-être la communauté, on va dire, économique, les infrastructures qui sont déjà établies, les entreprises? Donc l'Université de Béchar a une stratégie pour diminuer le clivage ou la faille entre le secteur économique. Chaque 3 mois, on fait un open day, c'est-à-dire une journée d'études. On invite le secteur socio-économique et je pense, donc le lundi, on a fait cet open days. On a discuté avec le secteur économique, tous les secteurs, secteur hydraulique, culturel, tous, on discute et c'est-à-dire, nous avons des filiales. On donne des informations au secteur économique. Voilà nos compétences, voilà nos services. Voilà, qu'il y ait une entraide. Qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont vos problèmes, on discute. Et ça sera une opportunité pour que l'Université de Béchar fait son rôle à travers le fondamental. Parce que la recherche ne doit pas restreindre le fondamental. Exactement. Et ça, c'est la vision du ministère en globalité, d'arriver à la recherche-action. Et en troisième lieu, recherche-développement. Donc l'université va contribuer au développement local, développement durable, et c'est ça le rôle initial ou la capitale de la recherche ça va scientifique. Ouvrir les portes aux jeunes porteurs d'idées pour avoir des entreprises, peut-être petites ou moyennes entreprises. Oui, nous avons des dispositifs. Oui, et surtout créer des postes même de travail. Les enseignants qui proposent des sujets, des thématiques importantes, thématiques économiques, sont prioritaires et sont favorisés par rapport à les sujets classiques fondamentaux. C'est très bien. Justement, c'est mettre... Nous avons l'incubateur, nous avons plusieurs dispositifs pour pour réduire la faille et pour ouvrir... rapprocher les deux côtés, justement. C'est le rôle de l'incubateur, puisqu'on vient d'en parler. C'est l'objectif de l'État quand il a instauré cette idée d'incubateur et d'accompagnement de jeunes porteurs d'idées. Et bien sûr de projets, parce que par la suite, l'idée, elle devrait se réaliser en projet. C'est ça ce qui apporte l'intérêt à la région et à l'économie et bien sûr au développement de la région. Et le laboratoire qui a organisé la journée d'études, il est en train de faire un brevet sur un dispositif, comment on va utiliser un dispositif très simple qui n'utilise pas l'énergie de produits chimiques, pour utiliser les eaux saumâtres dans l'irrigation directement. Parce que la région de Khned, la région de la Sahara, toutes les agricultures souffrent de manque d'eau, de la saleté de l'eau et la saleté du sol. Donc si on arrive à trouver une solution, ça sera une solution stratégique et durable. Exactement. Et puis c'est à ça que s'attendent les agriculteurs qui ont peut-être perdu parfois des plantes et des terres qui n'ont pas pu continuer leur développement par rapport à ça. Et ils s'attendent à des résultats et des concrétisations d'idées. Ça, c'est le rôle et c'est ça le devoir
de l'université et des chercheurs, justement. Oui, c'est ça. Ah ben justement, si un dernier mot peut-être, parce que le débat avec vous est tellement franchement riche et varié. Et ça fait plaisir de découvrir toutes ces informations parce que beaucoup de gens ignorent justement. On sait qu'il y a une nappe souterraine, on sait qu'il y a beaucoup d'eau, mais on ne sait pas que forcément cette eau n'est pas destinée directement à l'irrigation et à l'agriculture. Donc la gestion de l'eau en général, par rapport à la déminéralisation, la gestion de l'eau, c'est un processus qui commence jusqu'à la connaissance. Oui. Et l'amélioration de la connaissance va nous permettre de comprendre les choses. L'implication surtout. Et si on comprend les choses, on peut gérer facilement. Et la gestion, ce n'est pas la gestion technique. Tout à Il faut fait. gérer de l'eau du point de vue quantitatif et qualitatif. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gestion durable par rapport à la gestion ordinaire. Surtout, il faut impliquer la population qui joue un rôle important. Et c'est justement. ce qu'on appelle la citoyenneté hydraulique. Oui. Ça, c'est le Muwatana al-Ma'iyya. C'est-à-dire le citoyen doit être un partenaire. Ce n'est pas un récepteur qui reçoit de l'eau. Il participe à la gestion d'une manière indirecte. Je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été ravie de vous accueillir avec nous dans ce plateau. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
voilà, c'était le groupe Ahlil, bien sûr un chant traditionnel très connu dans la région. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous allons vous accompagner encore quelques temps jusqu'à 9h30. Nous arrivons à notre troisième plateau et nous allons recevoir notre prochain invité juste après ce jingle. Et bien sûr, à la veille de la fête de Eid al-Adha, nous allons avoir l'honneur et le plaisir de parler justement des traditions de la région avec M. Abbassi Abdelkader. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Ikram pour cette invitation. Ça aide comme d'avance. Bien sûr, on va parler des traditions de la région. Vous êtes un membre très actif du mouvement associatif. Vous avez roulé votre bosse dans le domaine des associations et bien sûr, vous êtes un autochtone de la région de Béchar. Qu'est-ce qui se fait de manière générale chez tout le monde? Bien sûr, il y a une particularité d'un endroit à un autre, mais la règle générale, je pense, à l'instar de tout ce qui se passe dans, dans les pays musulmans, mais avec une touche saharienne du sud-ouest. Donc, effectivement, donc, comme vous savez, notre région donc, elle ne peut pas se décrypter des régions de notre pays. Bon, et la spécificité, surtout dans le sud, c'est que l'Aïd, c'est bon, du côté, il y a le côté spirituel, bien sûr, donc c'est la religion, c'est tout. Mais il y a le côté social, traditionnel, social, côté donc c'est l'intimité, c'est le regroupement familial, c'est les traditions qui reviennent, etc. La particularité, justement. C'est la particularité. En famille, donc on parle de beaucoup de choses. Et l'Aïd, c'est bien sûr. Il y a l'Udhiyya, bien sûr, c'est l'Aïd. Et il y a ce qui se passe autour de l'Udhiyya. Donc il y a l'avant, bien sûr, il y a le jour J, il y a l'après, bien sûr. Bon, avant, c'est l'achat du mouton, donc on parle prix, on parle de la qualité des enfants, donc il faut que les enfants... les couleurs, il y a tout ce qui en suit. Et puis donc le jour J, donc bien sûr le jour de l'Aïd. Avant, il y a un élément, le henné qui se fait d'ailleurs, c'est une tradition de nos grands-parents. Justement, il y a le henné, bien sûr, le henné, donc il faut qu'il y ait la touche des parents et grands-parents. Surtout si la grand-mère est vivante, voilà, c'est elle qui s'en occupe. Il y a tous les jeunes qui se mettent autour de la grand-mère, de la mère du grand-père, etc. Donc il y a la préparation du henné. Et puis donc les enfants... Il faut la chaîne justement, chacun qui choisit son motif. Voilà. Et donc des fois, quand c'est une grande famille, peut-être on a 2, 3, 4 moutons, des fois qu'on va égorger. Parfois même plus. Parfois même le nombre plus. de fils. Et quand c'est une petite famille, donc on ne peut pas donc se priver de l'occasion. Donc il y a le plus jeune des fois de la famille, et il y a l'aîné, il y a la grand-mère, etc. Donc le aîné sur le front du mouton. Ouais. Et puis des fois on l'accompagne. Des fois le mouton à 2, 3 jours, déjà il se familiarise justement à la famille. Des fois on sort le petit avec le mouton dans la rue, des fois on l'accompagne, et puis si on s'expose devant les gens, bien sûr pour s'exhiber, prendre des photos les aussi, voisins, prendre des photos. Et puis bien sûr le jour J, après la prière de l'Aïd, on attend que l'imam égorge le mouton, donc on s'attarde un peu après de la mosquée, puis la famille s'attend. Des fois, même il y a même le plat qu'on prépare. On y attache un peu une grande importance, c'est pas une petite importance, parce que les grands, généralement les grands ils se disent il faut qu'on aille à la mosquée à jeun, bien sûr, on prend rien du tout. Et puis parce qu'il y a ce qui est spécial, c'est que il y a après qu'on égorge le mouton, il faut
qu'on prépare le plat spécial. Donc, c'est le melfouf. Ah oui. Et bien sûr, le foie. Donc, il faut que la première bouffée, bien sûr, du foie, c'est sacré. Donc, on y prend. Et puis, on a une préparation particulière quand même. Et bien sûr, donc il y a ce qu'on appelle, il y a les abats qu'on prépare. C'est le premier plat du matin. Après l'égorgement, qu'on égorge le mouton. Le bouzeldouf, le bouboukal, le kelcha, tout ce qui en suit, les plats traditionnels. Tout ce qui en suit. Et tout le monde se met à préparer. Il y a les jeunes qui se mettent, qui aident c'est le qui égorge, Et surtout la tradition locale qui diffère du Nord, c'est qu'on ne met pas de gâteau sur la table de l'Aïd al-Adha, contrairement à Aïd al-Fitr. La région, c'est plus un échange. On propose le thé avec de la viande, sinon avec le melfouf qui est sacré avec le cumin et tout ce qui en suit. Oui, ça c'est typiquement pour la région sud et de manière générale. Si déjà on prépare un petit pain, comme une semaine, déjà, c'est déjà... le matin, Des fois, on sent que c'est déjà agressif, ça agace un peu, c'est déjà agressif. Donc, tout le monde se met au plat de viande, bien sûr. On commence par le foie. Mais c'est vrai que les gens aussi qui s'attardent sur le sacrifice, qui ne le font pas de bonne heure, parfois, quand les hommes reviennent de la mosquée généralement, les femmes sont là avec le msemen, le plat qui les accueille juste après l'égorge. Le sacrifice, bien sûr. On attend un petit moment pour que la viande sèche, on prend le foie, les autres, les trucs faciles à préparer. Et en attendant justement la préparation, on prend le thé avec le melfouf et le semen. Voilà, déjà. C'est typique à la région. C'est typique, c'est typique. Et ce qui fait, la spécificité, c'est que les gens, c'est-à-dire, s'attardent. C'est nostalgique. Et c'est nostalgique et s'attardent. Ils attendent justement que ce plat soit préparé, soit prêt. Donc, le melfouf, c'est sacré. Donc, il y a quelqu'un qui prépare déjà les braises, le feu déjà. Celui qui découpe, qui assèche le gras et tout. C'est vraiment extraordinaire. Et là, tout le monde a un rôle à jouer. Même les petits, même tout le monde s'y met. Chaque tâche, donc, a un âge. Et là, donc, bien sûr, quand c'est-à-dire, tout est prêt, donc la viande, elle est là, et on la met elle est explosible. D'habitude, auparavant, donc on laisse sécher une journée. Maintenant, c'est juste l'après-midi, au soir. On commence déjà. Il y en a qui le mettent devant le climatiseur à l'intérieur, surtout quand il commence à faire chaud. Notre région, il fait très chaud, donc on commence déjà à faire à disséquer le mouton. Et puis, donc, le feu ne s'éteint pas. Eh oui, les échanges familiales, les visites. Et les visites, il y a chacun donc sous le bras donc un petit un morceau, 3-4 brochettes de foie, et on y ramène. Donc il n'y a pas quelqu'un qui se ramène ou rend visite sans qu'il n'a pas sous les mains. C'est le but, parce que le tiers qui se consomme, le tiers qui est destiné à la sadaka, et puis le troisième tiers qui est pour l'échange, justement, surtout entre les membres de la famille, les voisins et tout ce qui en suit. Et puis chacun a sa part dans le mouton de l'Aïd, et comme ça tout le monde partage la même joie. Voilà. Et il y a aussi donc les regroupements familiaux. Ah oui, ça c'est obligatoire. Donc les grandes familles se retrouvent chez le grand, peut-être c'est chez le dans la grande maison. La grande maison, il y a familiale. 3, 4 familles qui se retrouvent. Et il y a le plat. Donc le lendemain, il y a la région de Oued Saoura, ils font ce qu'on appelle le rqiq. Donc c'est de la viande. L'Est, il appelle le berboucha, je ne sais pas, le choucha plutôt. Nous, il y a un rqiq. Ils le font, surtout Oued Saoura, ils le font beaucoup des gens de Oued Saoura, ils le font. Et c'est un plat qui se fait, il y a beaucoup de viande, bien sûr. Et puis, c'est comme le couscous, mais là, c'est plus léger. C'est plus léger. Et on se retrouve là, et
C'est surtout pas le plat, mais c'est les échanges. Voilà, c'est le repas familial, c'est la retrouvaille, c'est l'ambiance. Et des fois, quand il y a un petit différend entre quelqu'un... Oui, c'est le moment pour oublier les divergences. Voilà, donc c'est l'occasion que les gens se retrouvent et puis réconciliation. La réconciliation familiale, etc. Voilà. C'est ce qui fait le charme justement des fêtes religieuses algériennes et puis surtout la famille algérienne qui se retrouve autour d'une même table, autour d'un même repas. Et justement, cet échange maintient les relations. C'est le Rahim, c'est recommandé par notre religion et c'est l'occasion justement. Et ouais, c'est ça. Donc le secret, c'est là, maintenir la relation familiale. Maintenir la relation familiale, c'est religieux, c'est spirituel, les gens, ça se retrouvent. Et il y a ce qu'on appelle une renaissance. Donc les gens se retrouvent autour d'un et les gens se retrouvent dans le sens c'est spirituel. Et puis d'ailleurs, autrefois c'était 2 jours de fête. Actuellement, c'est 3 jours de fête. C'est 3 jours. Voilà. 3 jours. Et puis on sait que dans la religion, c'est 4 jours. Donc celui qui n'arrive pas à égorger le premier jour, il a la possibilité d'égorger le deuxième, troisième et même 4e jour. C'est ça. Alors, la particularité, on a parlé de la région, mais de manière générale sur la Saoura, le Kenazza, l'Exor du Nord, chacun a une petite particularité. Quelle est finalement la particularité de chaque endroit, je vais dire? Oui, donc par exemple, la Kenazza, c'est autour de la Zawiya, bien sûr. Les gens la Zawiya. Et puis aussi par rapport au plat, c'est le qaddid, comment ils appellent la viande séchée. Il y a le qaddid, il y a... Le qaddid, voilà, parce qu'ils préparent chez eux, c'est le mkhalla'a qu'on connaît habituellement dans la région, c'est le mkhalla'a bil-khli', qui est très particulier, avec un goût assez particulier, surtout chez les gens de Kenazza. De Kenazza, on l'appelle la pizza locale. Non, mais c'est beaucoup plus bon que la pizza, et puis plus sain surtout. Oui, c'est plus sain parce que les ingrédients sont naturels. Tout est bio, il n'y a pas de fromage. C'est vraiment très délicieux. C'est la région. Il y a aussi, puis les épices utilisées aussi. C'est un soin. Ils prennent vraiment le soin de choisir. Et ça se prépare chez soi. Ça ne s'achète pas. Exactement. Ça se prépare donc à domicile. Et c'est ce qui fait la spécificité justement des plats de la région. Kenazza, donc quand on dit khli' de Knazza, c'est particulier. Et même les gens de hors Knazza, on prépare le khli', on dit c'est le khli' de Knazza. Par exemple, le khli' de Knazza, c'est pas le khli' de Boukaïs, de Wakda. Non, c'est un goût particulier. À chacun son goût. Bien que chaque région, ça a un goût spécial. Mais Kenazza, c'est encore particulier. Bon, pour moi, c'est le meilleur. Moi, je pense que c'est un goût tellement magnifique et bon, et ça donne l'eau à la bouche à chaque fois quand on rend visite à des gens de Kenazza et qui nous mettent ça. Et puis d'ailleurs, c'est des préparatifs et cette viande, ils peuvent la consommer pendant tout au long de l'année. Donc, ils le préparent pour l'Aïd, mais ça se conserve pendant longtemps. Il y a aussi un autre plat on sent qu'il est en train de disparaître. Il y a ce qu'on appelle le kurdas. Ah oui, kurdas, oui. Le kurdas. Avec les intestins, voilà. Moi, je prépare. On le prépare chez moi, spécialement pour moi, parce que moi, je ne peux pas m'en séparer. Et des fois, ça reste même 3-4 mois après l'Aïd. Exactement. Il n'y a que moi qui le consomme. Et, vous avez la chance. Donc, j'ai la chance. Donc, on le met au frigidaire, au congélateur, et on consomme. C'est très bon. Auparavant, la grand-mère Berhamha, donc ma mère préparait, parce qu'elle préparait même les épices, elle prépare chez nous, et donc elle les embobe des épices. Et c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, il fallait préserver tout ça. Et les épices, justement, c'est pour la préservation, c'est comme des tahnat, quoi. C'est pour que ça reste pendant des mois. Et donc c'est très bon.
Et c'est presque le semblant de ce qu'on appelle maintenant le Bekbouka. Oui, Bekbouka. mais c'est naturel, il n'y a pas de fil, voilà. c'est fait justement avec les intestins. Avec les intestins, c'est tout. Tous les ingrédients du mouton qui vont créer justement le c'est très bon, c'est très bon. Moi, ce qui m'attire surtout, c'est la manière de la préparer. Ma mère, Allah yarhamha, il a vraiment, c'est comme un chirurgien. Une tresse bien faite. C'est vraiment d'une manière extraordinaire. C'est très beau. Oui, c'est le savoir-faire des enfants. Et le goût, c'est encore autre chose. Donc, c'est surtout la région de Oued Saoura, donc l'Ouata, Bni Abbas, même Béchar. Même Béchar, oui. C'est même à Béchar. Mais c'est spécialement, c'est un plat de la région de Oued Saoura, donc surtout le Tarit, Oued Saoura, etc. Il y a aussi le qaddid. Oui. Alors, le qaddid, c'est salé. Oui. Et là, c'est de la viande, justement, salée, séchée, justement, pour préserver longtemps aussi. Ouais, ouais. Ah ben, ça donne envie tout ça. Je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été ravie de vous accueillir. Bonne fête à l'avance. Justement, demain, ça sera la fête de l'Aïd. Alors, bonne fête et meilleurs vœux. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre dernier invité. Restez avec nous. بحر كنت هنا وتزول الشتا بعد همي ارجع فرحان يا ضي عيالي وطلب ربي ياخد بيدي يا برات الكادي تذهب عني كل حزان انا وولادي نكسو بحلة الايمان ودخيل جدودنا الاولاد جميع احفادي ودخيل زواجك لا يسرب من الشيطان ياك احنا عرب يا الشيخ ابو زياد في عارك راني اغيتني ما جان محال يا طبك لاني ويا الوالد ابو زياد في عارك راني اخيتني ما جان محال يا طبك لاني الرباني غيتنا يا سيدي بو مديان بحر المعاني بن حرازم يسقي الثمعان يا عز الوالي يا الغربي حج المسكين يحضرني في الحين يا الغربي يا الاخوان قولوا له امين الله يجعلنا من جيران سيدي بو حافي الغزالي شيخ مجيد عالم به قول من شيخه في البيان وهي من موسيان الشيخ ابوزيان في عارك راني اخيتني يتماشى المحال يا طبك ناني ويا الوالد بوزيان في عارك راني اخيتني يتماشى المحال يا ضي عيالي نقضب النار نهدي مصرى داويني نبرى نقسم بالله سيادي نعرى داويني نبرى وبغيت في عارك هنا وتزول الشدة وتزول الشدة بعد
نرجع فرحان يا ضي عياني بعد همي نرجع فرحان يا ضي عياني بعد همي نرجع فرحان يا ضي عياني وبعد همي نرجع فرحان يا ضي عياني نطلب ربي ياخذ بيدي يا مرات القادي نطلب ربي ياخذ بيدي يا مرات القادي تذهب عني كل حزان انا ولدي انا ولدي ونتكسب حلة الايمان ونخيل جدودك ونتكسب حلة الايمان ونخيل جدودك الاولاد جميع احفاد ودخيل زواجك ودخيل زواجك ما يتصرف فينا شيطان ياك على عرب ما يتصرف فينا شيطان ياك على عرب نكتب بالنص كنزي تحسيني جازي تحسيني جازي تحسيني جازي أنبوزي أنا شيري أنبوزي أنا شيري أنبوزي أنا أنبوزي والله يا الله الله شيخي محمد أنبوزي والله يا الله على مولا الصار Ben Bouzien, c'était la troupe El Ferda, bien sûr, de Kenadza, que nous admirons et que nous adorons et dont nous souhaitons longue vie. Nous arrivons à notre quatrième plateau. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Bien sûr, nous arrivons à notre dernier plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Kelit Ibrahim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, master en communication et coaching familial, nous allons parler justement de l'enfance, vu que nous avons célébré dernièrement la journée mondiale de l'enfance qui coïncide avec le 1er juin de chaque année. Donc, je tiens à féliciter tous les enfants de notre pays et les enfants du monde. Du monde entier. Et Inch'Allah, Inch'Allah. De quoi on va parler parce que l'enfance, c'est la période la plus cruciale qui littéralement, c'est la période qui débute de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Et juridiquement, c'est la période qui est divisée en trois parties, c'est-à-dire de naissance jusqu'à 3 ans, 3 à 6 et de 6 à 10. Donc, c'est la adolescence. C'est la préadolescence, l'âge adolescent. Donc, l'enfance, elle est très importante parce que c'est l'âge où, et c'est la période où il y a un développement de la personnalité, et l'acquisition des compétences. C'est le contact direct d'un enfant avec l'environnement. C'est-à-dire, tout ce qui est dans l'environnement, il va avoir un impact sur l'enfant, son développement de la personnalité. C'est-à-dire, dans une période on l'appelle la période immaturée, où il dépend de ses parents, il récolte tout ce qui est important dans le comportement. C'est-à-dire l'enfant, il reflète son environnement. Et c'est pour cela que cette période, elle est très sensible, très dangereuse. Si l'enfant se sent délaissé par les parents, parce qu'on a parlé l'autre fois, le problème de dysfonctionnement de la société, et des intégrations de la famille familiale, et son impact sur l'éducation de l'enfant. Tout à fait. Donc, si on prend l'enfant comme l'enfance comme une période très stratégique, c'est l'adulte de demain. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que l'enfance, c'est la base où on va bâtir le futur de l'être humain. C'est la pâte à modeler justement pour faire un bon citoyen demain. Et le problème, c'est que il y a une diversité de systèmes qui participent au développement mental, développement biologique et même mental de l'enfance. C'est-à-dire qu'on parle de système de masjid, il y a le système scolaire, il y a la famille qui est un facteur très important dans l'orientation, l'encadrement de l'enfant. C'est-à-dire, si on veut récolter
dans les fruits, il faut les cultiver à l'avance. La période la plus importante, c'est l'adolescence, là où on va récolter. C'est la saison de moisson. Ouais. On va récolter ce qu'on a semé dans l'enfant, bien sûr. Donc on voit que notre enfance, c'est-à-dire quand on parle à l'occasion du 1er juin, on parle de l'enfance dans le monde. Ce que subit, surtout dans les tiers-mondes, même dans le monde développé, il y a les enfants qui subissent les séparations. Je pense que les rôles se sont inversés. Ce qu'on subissait auparavant au tiers-monde, c'est plutôt moins grave que ce que subissent non, je ne dirais pas que c'était moins grave, mais c'était... Non, je parle d'actuellement. Ouais, bien sûr, parce que quand on voit les voies qui sont ouvertes devant l'enfance, on parle. Ce n'est pas les tiers-mondes qui font le malheur des enfants. Alors, à l'ancienne vie, c'est-à-dire que à l'ancienne vie où tout était noir et blanc, il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait moins de comparaison, de comparer une vie avec une autre. Tout à fait. On n'avait qu'une seule vie, et il fallait la vivre, même s'il avait... Et tout le monde était égal de toute manière. Parce qu'il y avait un manque de moyens, mais il y avait une certaine... on est convaincu que c'était ça la vie. Mais maintenant, avec cette différence, c'est-à-dire qu'on vit la différence, il y a une riche vie avec les moyens très élargis de communication, les réseaux sociaux, il y a cette technologie qui représente un défi de l'éducation même pour les parents. Donc cela donne que les sources l'éducation est diversifiée. L'éducation, il y avait les parents, la grande famille, la petite, parce qu'on était dans une grande famille, il y avait le masjid et il y avait l'école. C'est-à-dire 3 sources, il n'y avait pas d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce défi. Et la vie était lente. Même la réception de la connaissance, c'était lente. Il y avait des tunnels qui sont très précis, très connus. Maintenant, l'éducation, cette diversité de sources de connaissances donne naissance à une personnalité qui est perturbée entre le classique et le moderne, entre le personnel et le formel, entre ce que indique la religion, c'est-à-dire le conservatrice de l'ancienne école, et cette ouverture très large envers un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela qu'on a une personnalité qui est mosaïque entre le Torah, le patrimoine, et entre le présent. Et ce paradoxe qui présente un conflit, c'est-à-dire une personnalité qui est pas facile à convaincre. Une personnalité, parce que l'enfance, un enfant de 7 ou 8 ans est aussi manipulé un portable, et quand il contrôle les réseaux sociaux, il a ses propres convictions. Et puis il y a aussi un autre facteur, il y a des troubles de personnalité et de comportement qu'on ne connaissait pas autrefois. Il y a trop de troubles. Et même il y a des troubles qui sont nouveaux dans le monde de la psychanalyse. Tout à fait. Oui. Donc ce qui veut dire que c'est l'école seule comme édifice de récolte de connaissances, et la famille qui est la première institution où l'enfant naît et prend ses premières noyaux de la société fondamentales. Donc, ils ne sont pas seuls à éduquer l'enfant. Donc, l'enfant, il se trouve assis entre 2 feux, s'il le veut. Il est mis entre 2 feux. Le feu de se libérer de ce contexte patrimoine, et de se livrer à un monde qui n'est pas sécurisé, où il n'y a pas de diminution. Où il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Même si je suis prêt, j'essaie de protéger mon enfant, j'essaie de le faire préparer pour faire pénétrer un monde que je ne connais même pas, parce que moi, j'appartiens à ce monde. J'essaie de m'intégrer, j'essaie de participer à quelques activités, mais je ne le connais pas. Parce qu'il y a trop de surprises qui sont proportionnelles au temps. Et le temps qui court vite, et qu'on n'a pas cette vitesse, parce qu'on appartient à l'ancienne école. Donc l'enfant qui est dépassé parce qu'on essaie de l'entourer, on essaie de le sécuriser, parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer. Donc, les limites qui ne sont pas bien tracées, qui sont floues, qui sont avec cette matière grise, donc l'enfant peut appartenir à notre atmosphère. Et l'enfant
dans le carnet de famille, il est mon enfant, mais il ne m'appartient pas. Oui. C'est-à-dire, nous, dans l'ancienne école, on demandait notre liberté à l'âge de 20 ans. On essayait de se libérer de contexte social, d'avoir un petit foyer. Voilà, actuellement, 10 ans, 11 ans, 13 ans. Ouais. Mais on était toujours attachés la aux vie coutumes, familiale, parce qu'on était dans ce conservatif. Mais maintenant, à l'âge de 13 ans, 14 ans, ils se sont libres. Oui. Et c'est ça, au lieu de se concentrer aux études, ils se concentrent comment se délaisser, comment se déchaîner, comment briser les chaînes pour se de la libérer. société, pour se libérer. Et même pas, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire, sa liberté. Exactement. Et c'est ça qui fait le comble, c'est ce vide qui est entre l'ancienne école et la nouvelle école. C'est l'enfant qui est le target, qui est l'objectif de tous les conflits, le fléau. En parlant de la drogue, parlant de la cigarette, parlant de la mode, parce que la mode elle est devenue un fléau maintenant. Oui. C'est-à-dire comment peut-on se mesurer à une telle vague qui pourrait faire disparaître un enfant dans ce vacarme. Donc l'enfant, à l'occasion de ce 1er juin, à chaque fois qu'on fête cette... on n'est pas heureux, on n'est pas heureux parce qu'on sait que ce qui attend nos enfants, parce qu'un enfant de 5 ans... Et puis surtout le contexte de cette année, quand on voit les enfants de Gaza qui sont exténués comme pas possible, et le nombre important sans qu'il y ait de réaction. Des milliers d'enfants qui sont oui. anéantis sous les explosions, qu'on ne peut rien faire. C'est affreux. Oui. C'est pas bon à voir, c'est pas bon à accepter parce que ça va marquer notre passage dans ce monde. De l'humanité entière. Ouais, bien sûr, oui. Il y a d'autres fléaux, parce que quand on parle des fléaux qui menacent l'enfant aujourd'hui, les kidnappings, les harcèlements sexuels, la pédophilie, parce que ça devient un commerce, ça devient une source économique. C'est-à-dire, c'est ça qui va... Et quelles sont les solutions qui sont proposées? Même parce qu'en Algérie, par exemple, la législation elle est très sévère envers les enfants. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde entier? Alors quand on voit des gens... Pardon, excusez-moi juste pour l'idée, il y a des gens qui en font un commerce économique bien sûr. Et une source... par exemple. Voilà. En Algérie, par exemple, il y a l'office, l'ONPPE, je crois, l'Office national de protection et de promotion de l'enfance. Il y a le site Allo Tofola pour déclarer tout abus, toute agressivité. Parce qu'il y a des édifices, il y a toute une, comment dirais-je, toutes des lois qui sont mis en œuvre. Mais ce qui reste, c'est l'efficacité de ces lois. Il y a des jeunes qui traversent la mer, je ne sais pas comment, des gens qui sont même pas mûrs, et savent pas ce qu'ils font. Des adolescents, exactement. Les adolescents, parce qu'ils sont mis entre les dents des gens qui voient l'être humain comme de l'argent, une source économique. Donc l'enfance doit être protégée par l'efficacité, c'est pas par les lois, parce que les lois existent, mais maintenant l'application de ces lois. Non, parce qu'il y a tout un dispositif de loi, des législations, parce qu'il y a des associations, il y a des édifices officiels. Oui, mais à l'échelle nationale et internationale. Bien sûr, même l'Algérie, elle est membre dans l'UNICEF et elle essaie à tout prix de faire crédibiliser ces gestes envers les dispositions des lois internationales. C'est bien, mais ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle ça le tahsis. Il faut être vigilant. Oui. Il faut savoir ce qu'on fait, parce que si on a décidé d'avoir un enfant, donc on va prendre nos responsabilités complète pour protéger l'enfant, parce que l'enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, maintenant, jusqu'à l'âge de 25 ans, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et puis les lois doivent être aussi rigoureuses quand il y a un abus ou un harcèlement envers un enfant, parce que quand on voit un enfant kidnappé ou un enfant abusé, il va falloir vraiment... ils vont être sévères dans l'application des lois. Tout à fait. Mais jusqu'à quand on va appliquer les lois pour faire une rupture entre l'immoralité de faire investir dans un enfant? Parce que ce qu'on a besoin,
en parallèle du dispositif législatif qu'il y a pour protéger l'enfant, en parallèle, on doit se cultiver, on doit s'instruire, on doit avoir une responsabilité humaine et morale, parce qu'il y a la déontologie des lois, ça se fait sur le terrain. C'est-à-dire, celui qui se décide de se venger sur un enfant, un abus sexuel ou une agressivité sur un enfant, c'est un monstre, c'est pas un être humain. C'est un humain, bien sûr. C'est un humain, il faut le déclarer, il faut pas, parce que le silence, c'est lui qui contribue à faire aggraver la situation, surtout en Algérie. En Algérie, parce que c'est un pays musulman, un pays qui a ses coutumes, qui a ses... les familles sont encore réservées et maintiennent leurs habitudes. C'est un pays très civilisé, qui est un pays qui, historiquement civilisé. C'est-à-dire de voir que ces choses arrivent chez nous, je crois que c'est une situation grave. Et alarmante d'ailleurs. Et alarmante, bien sûr, et que ça touche à notre personnalité. Il faut faire des études, il faut chercher le pourquoi d'ailleurs. Donc la causalité, premièrement, c'est je crois que les réseaux sociaux, cette diffusion des films, les jeux qui ont un sens d'agressivité, les films d'horreur, les films qui ne sont pas très déontologiquement étudiés. C'est-à-dire ça donne cette impression que ça crée chez ces sauvages l'audace de faire la chose. Normal, avec un sang-froid. Sans remords. C'est le plus grave. Et aussi, on ne peut pas le nier, il y a le commerce des enfants ici. Le commerce, c'est-à-dire le commerce, les organes des enfants. La vente. Parce qu'il y a le kidnapping. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des lois sévères. Sévères, très très sévères, même aller jusqu'à exécution à mort. Sinon, perpétuité, à la limite, je ne vais pas laisser une personne comme ça déséquilibrée dans la société, c'est pas normal. Bien sûr. Et justement, comme vous le dites maintenant, parce qu'un être qui a l'audace de faire cela, c'est un être humain déséquilibré et il doit être traité psychologiquement ou psychanalytiquement. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, comment peut-on aller chauffer devant les écoles pendant la saison scolaire? Il y a des pères et des mères qui sont devant les portes, ils ont peur que leur fils peut avoir chose qu'on ne voyait pas autrefois. Les enfants allaient et revenaient de l'école naturellement, normalement. S'il habite à quelques mètres chez eux, il peut aller et venir tout seul. C'est ça qui fait la différence entre l'ancienne école, l'ancienne société. On était très préservés, on était très en sécurité et l'actuel. Eh bien, on va rester optimiste et on espère à chaque fois que les années à venir vont apporter le bonheur pour tous les enfants du monde. Et je vous remercie pour votre présence et pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure sur la même chaîne. Je vous félicite à l'occasion de la fête de l'Aïd, Eid Adha Moubarak. Chers invités, merci beaucoup. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, les téléspectateurs, bien sûr, je vous remercie, ainsi que mes invités qui m'ont honoré de leur présence aujourd'hui. Prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Canal Algérie. Au revoir et merci. صرنا زين زينة القصور صرنا